Bonsoir, ce soir nous allons découvrir pourquoi vous ne survivriez jamais à l'ère jurassique. Vous pensez pouvoir vivre à l'époque des dinosaures, vous imaginez une aventure épique, comme dans les films. La réalité est brutalement différente. Tandis que Hollywood nous vend la fantaisie d'êtres humains cohabitant avec ces géants préhistoriques, la vérité scientifique révèle un scénario dans lequel notre espèce ne tiendrait même pas une semaine entière. Ce soir, nous allons comprendre précisément pourquoi nos corps modernes, notre technologie actuelle et même notre psychologie seraient totalement désarmés face aux véritables horreurs du Jurassique. Laissez un like si vous êtes prêts pour ce voyage dans le temps. Abonnez-vous pour plus de contenu fascinant sur notre planète et dites-moi en commentaire de quelle ville regardez-vous. Construisons ensemble notre communauté d'explorateurs du temps. À présent, tamisez les lumières, mettez le ventilateur si vous en avez un et préparez-vous mentalement, car nous allons plonger dans un monde où chaque respiration pourrait être la dernière. Imaginez-vous réveillé il y a 150 millions d'années, en plein cœur du Jurassique. Le premier son qui envahit vos oreilles n'est pas la sonnerie de votre téléphone, mais un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol sous votre corps. La première sensation sur votre peau n'est pas celle de draps propres et confortables, mais l'humidité collante de feuilles géantes couvertes d'une fine pellicule de condensation qui adhère à la chair comme de l'huile. L'air qui pénètre dans vos poumons brûle. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère jurassique était environ 35% plus élevée qu'aujourd'hui. Cela peut sembler bénéfique, n'est-ce pas? Faux. Vos poumons modernes, adaptés à une pression atmosphérique spécifique, panique. L'hyperoxie provoque immédiatement des nausées, des vertiges et une étrange sensation d'étouffement. Alors qu'aujourd'hui, nous respirons confortablement un air contenant 21% d'oxygène. Dans ce monde, chaque inspiration est comme tenter d'aspirer de l'air à travers du coton mouillé. La température ambiante oscille autour de 32 degrés Celsius pendant la nuit et peut atteindre 40 degrés Celsius en plein jour. Pas de climatisation, pas de ventilateur, pas même une ombre suffisante pour offrir un réel répit. Les arbres, bien que gigantesques, sont pour la plupart des conifères primitifs et des fougères monumentales qui procurent peu de protection contre cette chaleur implacable. Votre corps, habitué à un environnement tempéré et contrôlé, commence à se déshydrater en quelques minutes. La transpiration excessive, provoquée autant par la chaleur que par la panique, vide rapidement vos réserves d'eau. Aujourd'hui, nous perdons environ 2,5 litres d'eau par jour dans des conditions normales. Au Jurassique, cette perte pourrait tripler en seulement quelques heures. Mais l'inconfort physique n'est que le début du cauchemar, car tandis que votre organisme lutte pour s'adapter à ces conditions atmosphériques hostiles, vos yeux perçoivent soudain un mouvement dans les ombres verdoyantes autour de vous. Et c'est là que la terrible réalité se révèle. La vérité, c'est que les dinosaures des films ne sont que des versions apprivoisées de la réalité jurassique. Aujourd'hui, le plus grand prédateur terrestre que l'on puisse rencontrer est un ours polaire d'environ 500 kg. Au Jurassique, des créatures comme l'Allosaurus atteignaient 2300 kg de muscles, de griffes et de dents acérées. Imaginez, un Allosaurus adulte pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres de long et 3 mètres de haut. Ses dents, longues de 10 cm et finement crénelées, étaient conçues pour lacérer la chair. Mais le plus terrifiant n'était pas sa taille, c'était son intelligence. Des études paléontologiques récentes montrent que de nombreux théropodes du Jurassique avaient un cerveau proportionnellement plus grand que celui des reptiles actuels, ce qui suggère des capacités de chasse coordonnées. Au moment même où une proie foulait par erreur leur territoire, le bruit pouvait se propager sur plusieurs kilomètres. Le système auditif de ces prédateurs était exceptionnellement développé. Un Allosaurus pouvait percevoir à plus de 3 km les vibrations dans le sol causées par une proie en mouvement. Ses larges narines, complexes et hautement sensibles, lui permettaient de suivre l'odeur corporelle humaine à travers des kilomètres de végétation dense. Plus inquiétant encore, nombre de ces prédateurs chassaient en meute. Des preuves littéraires fossiles suggèrent que les jeunes Allosaurus formaient des groupes de 3 à 5 individus élaborant des tactiques d'embuscade sophistiquées
Aujourd'hui, on craint la rencontre avec un loup ou un grand félin. Imaginez faire face à 5 prédateurs de 2 tonnes chacun, coordonnant des attaques simultanées. La vitesse ajoutait à leur létalité. Un allosaurus adulte pouvait atteindre 40 km/h sur terrain accidenté, plus rapide que n'importe quel humain moderne, même dans des conditions optimales. Ses puissantes pattes arrière, musclées à l'extrême, propulsaient cette masse colossale avec une agilité déconcertante. Et il y avait pire encore, ces prédateurs ne tuaient pas toujours rapidement. Les marques de morsures retrouvées sur des fossiles d'herbivores montrent que de nombreux théropodes préféraient infliger des blessures sévères, puis attendre que la proie s'affaiblisse avant de porter le coup fatal. Pour une créature aussi fragile que nous, cela signifiait une agonie prolongée. Pourrions-nous au moins respirer sans mourir? La réponse est bien plus complexe et angoissante qu'il n'y paraît. Durant le Jurassique, la composition de l'atmosphère n'était pas seulement différente, elle était potentiellement toxique pour des organismes modernes comme nous. En réalité, l'air de cette époque contenait un taux de dioxyde de carbone 4 à 6 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Cela entretenait un effet de serre intense, mais signifiait aussi que chaque inspiration introduisait des quantités dangereuses de CO2 dans notre organisme. En quelques heures seulement, une acidose respiratoire se mettrait en place, provoquant confusion mentale, fatigue extrême, puis perte de conscience. Parallèlement, les niveaux élevés d'oxygène, en apparence bénéfiques, rendaient l'environnement extrêmement propice à la combustion. La moindre étincelle, le plus petit frottement, pouvait déclencher un incendie de forêt dévastateur, se propageant à une vitesse terrifiante. Ce qui, aujourd'hui, ne serait qu'un modeste feu de camp deviendrait, en quelques secondes, une conflagration incontrôlable. À cela s'ajoutait une intense activité volcanique. Des particules microscopiques de cendres restaient en suspension dans l'air pendant des mois, formant une brume permanente, irritant poumons et yeux. Respirer cet air revenait à inhaler en permanence une fine poussière de verre pilé. Venaient ensuite les menaces microbiologiques. Notre système immunitaire moderne a évolué pour combattre des pathogènes spécifiques à l'Holocène. Au Jurassique, circulaient librement des bactéries et virus totalement étrangers à nos défenses. Une simple infection respiratoire, aujourd'hui soignée en quelques jours par antibiotiques, aurait été rapidement mortelle. À cela s'ajoutait la menace fongique. Chaleur constante et humidité élevée créaient les conditions idéales pour des champignons inconnus. Leurs spores, présentes dans l'ère jurassique, pouvaient coloniser nos poumons en quelques jours, provoquant des infections progressives et irréversibles. Même la pluie était corrosive. En raison des fortes concentrations de gaz volcaniques, les précipitations étaient acides, irritant peau, cheveux et yeux, causant des lésions chimiques qui, dans un environnement aussi hostile, ne guériraient jamais correctement. Comment trouver de l'eau potable lorsque chaque gorgée pourrait signer votre arrêt de mort? Au Jurassique, les sources d'eau douce étaient fondamentalement différentes des nôtres et infiniment plus dangereuses pour un organisme moderne. Les rivières et lacs de cette époque grouillaient de vie microscopique inconnue. Des parasites aquatiques propres à cet air, incluant des protozoaires géants et des vers primitifs, attaqueraient immédiatement tout système digestif humain actuel. Notre appareil intestinal, habitué à l'eau traitée et aux aliments transformés, s'effondrerait au premier contact avec ces pathogènes ancestraux. Il n'existait pas, à cette époque, la notion d'eau pure. Chaque source était saturée de sédiments volcaniques, de matière organique en décomposition et de concentration minérale extrême. L'acidité naturelle de cette eau, due aux pluies acides permanentes, rongeait l'émail dentaire et irritait les muqueuses de la bouche et de la gorge. Plus inquiétant encore, nombre de points d'eau contenaient des niveaux toxiques de métaux lourds libérés par l'intense activité géologique de l'époque. Plomb, mercure, arsenic, ces poisons s'accumulaient naturellement dans les bassins, provoquant un empoisonnement progressif et irréversible. Aujourd'hui, nous filtrons et traitons notre eau. Au Jurassique, chaque gorgée relevait d'une véritable roulette russe chimique. La température de l'eau constituait aussi une menace. En plein jour, les cours d'eau peu profonds pouvaient atteindre près de 35 degrés Celsius
offrant un terrain idéal pour une prolifération bactérienne explosive. Boire cette eau surchauffée brûlerait la gorge, tout en introduisant dans le corps des milliards de micro-organismes hostiles, et approcher une source d'eau représentait un danger en soi. Les rivières et lacs jurassiques étaient des lieux de rassemblement pour toutes sortes de prédateurs. Des ptérosaures, avec des envergures allant jusqu'à 10 mètres, surveillaient sans cesse les berges, plongeant à la moindre agitation. Des crocodilomorphes géants, ancêtres des crocodiles modernes, mais atteignant jusqu'à 12 mètres de long, régnaient sur ces habitats aquatiques. S'approcher de l'eau, c'était s'exposer simultanément à des prédateurs terrestres, aquatiques et aériens. Il n'existait aucun moment sûr, aucun refuge. La soif, implacable, pousserait quiconque à prendre des risques toujours plus grands, déclenchant un cercle vicieux où le besoin vital de s'hydrater se transformait en piège mortel permanent. Réfléchissez-y, si survivre en plein jour relevait déjà de l'impossible, que se passait-il lorsque le soleil se couchait sur le monde jurassique? La nuit transformait un environnement hostile en un cauchemar absolu où chaque ombre dissimulait des menaces mortelles que nos sens modernes seraient incapables de percevoir pleinement. La vérité, c'est que nombre des prédateurs les plus redoutables du Jurassique étaient des créatures nocturnes. De petits théropodes de la taille d'un grand chien, mais infiniment plus dangereux, possédaient une ouïe et une vision nocturne exceptionnelles. Le Compsognathus, bien que de petite taille, chassait en bande pouvant atteindre 20 individus, exploitant l'obscurité pour mener des attaques coordonnées et silencieuses. À cette époque, l'absence totale de lumière artificielle engendrerait une obscurité que peu d'êtres humains modernes peuvent réellement concevoir. Pas de pollution lumineuse, pas de lampes, pas de feu de camp sécurisé, seulement les ténèbres primordiales, parfois déchirées par un éclair lointain ou par le reflet inquiétant du yeux prédateur illuminé par la lune. Lorsque la température nocturne chutait enfin à seulement 28 degrés Celsius, de nouvelles menaces surgissaient sous des ombres. Des arachnides primitifs, certains avec un corps de la taille d'une assiette, devenaient actifs. Leurs morsures injectaient un venin pour lequel il n'existait aucun antidote, provoquant une paralysie progressive et une lente asphyxie. Simultanément, la nuit jurassique résonnait de sons terrifiants qui semblaient pénétrer l'âme. Les cris territoriaux des prédateurs roulaient sur des kilomètres, formant une sinistre symphonie de menaces qui maintenait toute proie dans un état d'alerte permanent. Rugissements, sifflements, cliquetis, grincements, chacun porteur d'une promesse de mort imminente. Plus angoissant encore, nos yeux modernes, habitués à des environnements éclairés artificiellement, seraient presque aveugles dans cette obscurité totale. Alors que les prédateurs disposaient du tapetum lucidum, cette membrane réfléchissante qui optimise la vision nocturne, nous trébucherions à l'aveugle dans un terrain accidenté, produisant assez de bruit pour attirer tous les chasseurs nocturnes dans un rayon de plusieurs kilomètres. Le froid relatif de la nuit représentait un autre problème, sans vêtements adaptés ni abri. Une température de 28 degrés Celsius paraîtrait glaciale pour un corps déjà épuisé et déshydraté. Une hypothermie légère provoquerait des frissons incontrôlables, ajoutant du bruit et gaspillant une énergie précieuse impossible à reconstituer. Et puis, à l'approche de l'aube, viendrait la prise de conscience la plus accablante. Ceci n'était que le premier d'une infinité de jours et de nuits dans un monde où l'existence même de l'être humain relevait de l'impossibilité biologique. Mais il restait encore des secrets plus sombres, expliquant pourquoi nous ne pourrions jamais survivre dans cette terre perdue du temps. Vous pensez que l'été, le plus chaud que vous ayez connu, était un défi ? Au Jurassique, la température moyenne oscillait entre 38 et 42 degrés Celsius toute l'année, sans la moindre variation saisonnière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nos ancêtres n'avaient même pas idée d'un climatiseur, d'un ventilateur ou simplement d'un verre d'eau glacée. Le corps humain moderne, habitué aux environnements climatisés, entrerait en coup de chaleur en quelques heures. La transpiration constante déshydraterait n'importe qui en 4 à 6 heures, tandis que l'humidité extrême, avoisinant les 90%,
empêcherait la sueur de s'évaporer, neutralisant ainsi notre principal mécanisme de refroidissement. En journée, trouver de l'ombre signifiait rivaliser avec des créatures, elles aussi, en quête de refuge face à la chaleur implacable. Les arbres de l'époque, bien que gigantesques, offraient une ombre limitée en raison d'un feuillage moins dense que celui des forêts actuelles. De plus, le sol restait brûlant même à l'abri, irradiant une chaleur constante à travers la plante des pieds nus. La nuit n'apportait qu'un soulagement illusoire. La température descendait rarement en dessous de 35 degrés Celsius. Maintenant, le corps dans un état de stress thermique continu. Un sommeil réparateur devenait impossible et la fatigue accumulée réduisait progressivement la capacité de réflexion et de réaction, deux aptitudes vitales pour survivre dans un monde peuplé de prédateurs impitoyables. Les études paléoclimatiques révèlent que cette chaleur extrême était causée par une concentration atmosphérique de CO2 5 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. L'effet de serre maintenait ainsi la planète dans un état de réchauffement perpétuel, sans les courants d'air froid qui, de nos jours, nous offrent un répit thermique naturel. Avez-vous déjà ressenti la véritable faim ? À l'ère jurassique, la faim était une compagne constante, car pratiquement toutes les sources de nourriture représentaient un risque mortel ou étaient nutritionnellement inadaptées à l'organisme humain. Les plantes comestibles modernes n'existaient tout simplement pas. Fruits, légumes, céréales et légumineuses, qui constituent aujourd'hui la base de notre alimentation, n'apparurent que des millions d'années plus tard. Ce qui restait se limitait à des fougères géantes, des mousses primitives et des conifères ancestraux, tous contenant des composés chimiques toxiques, provoquant aussi bien de sévères diarrhées qu'une défaillance multiviscérale. L'affamé serait contraint d'expérimenter les feuilles des cicadales qui contenaient des neurotoxines capables de provoquer une paralysie progressive. Ces plantes produisaient des graines à l'apparence comestible, mais qui libéraient des composés attaquant directement le système nerveux central, entraînant convulsions et mort en quelques heures. Chasser signifiait affronter des créatures dont la taille et la férocité défiaient toute chance de succès. Les mammifères de l'époque n'étaient guère plus que de petits rongeurs, tandis que les reptiles disponibles possédaient une peau si épaisse qu'aucun outil primitif ne pouvait la percer. De plus, toute tentative de chasse attirait inévitablement l'attention de prédateurs bien plus grands et plus efficaces. La malnutrition s'installait rapidement. Sans protéines adéquates, vitamines essentielles et minéraux spécifiques, le corps commençait à consommer sa propre masse musculaire en seulement une semaine. La carence en vitamine C, abondante dans les fruits modernes, provoquait un scorbut en moins de 30 jours, avec saignement des gencives, perte de dents et détérioration des tissus conjonctifs. Les archives fossiles indiquent que même les herbivores de l'époque possédaient des systèmes digestifs hautement spécialisés pour assimiler la végétation toxique disponible. L'appareil digestif humain, conçu pour un régime omnivore varié, serait tout simplement incapable d'extraire suffisamment de nutriments des aliments jurassiques sans subir de dommages irréversibles. Imaginez-vous complètement isolé, sans aucun contact humain, en sachant que vous ne reverrez probablement jamais un autre être de votre espèce. L'isolement social à l'époque jurassique n'était pas seulement un désagrément, il représentait une sentence de mort psychologique, rapidement suivie d'un effondrement physique total. La densité de population humaine, il y a 150 millions d'années, était essentiellement nulle. Toute personne transportée à cette époque se retrouverait absolument seule sur un continent entier, entourée uniquement de créatures qui ne l'apercevraient que comme une proie ou une menace potentielle. L'absence de langage, de culture partagée et de liens sociaux fondamentaux créerait un vide psychologique dévastateur. L'esprit humain a évolué pour fonctionner au sein de groupes sociaux. Sans interaction, le cerveau commence littéralement à se détériorer. Des
études neuroscientifiques modernes démontrent que l'isolement prolongé provoque une atrophie du cortex préfrontal, réduisant considérablement la capacité de prise de décision logique, une aptitude cruciale pour survivre dans un environnement hostile. Après seulement 72 heures d'isolement complet, apparaîtraient les premières hallucinations auditives. L'individu isolé commencerait à entendre des voix familières, des conversations inexistantes et des sons de civilisation qui n'existent tout simplement pas. Ces hallucinations, bien que momentanément réconfortantes, compromettraient gravement la perception réelle des menaces environnantes. Le désespoir évoluerait rapidement vers des comportements autodestructeurs. Sans but social ni espoir de sauvetage, la motivation à chercher nourriture, abri et protection disparaîtrait complètement. La personne commencerait à prendre des risques inutiles, s'approchant dangereusement de prédateurs ou ignorant des signes évidents de danger. La chronobiologie humaine s'effondrerait également. Sans routine sociale, horaires communs et repères temporels culturels, le cycle circadien se désorganiserait totalement. Le sommeil deviendrait erratique, la perception du temps se déformerait et la capacité de planification élémentaire, comme chercher de l'eau avant la tombée de la nuit, serait progressivement perdue. Que ressentiriez-vous en contractant une infection mortelle en sachant qu'il n'existe absolument aucun traitement disponible? À l'ère jurassique, la moindre blessure, même la plus superficielle, représentait une porte ouverte aux micro-organismes ancestraux d'une virulence extrême contre lesquels le système immunitaire humain n'avait développé aucune défense. Les bactéries et virus de l'époque avaient évolué dans un environnement totalement différent, créant des lignées pathogènes que le corps humain moderne n'avait jamais affrontées. Une simple égratignure causée par une plante épineuse pouvait introduire des agents capables de provoquer une infection généralisée en moins de 24 heures, sans aucune possibilité de traitement ou de guérison. L'absence totale d'antibiotiques naturels transformait toute infection en sentence de mort lente et atroce. Les plantes médicinales que nous utilisons aujourd'hui, comme l'aloe vera, l'échinacée ou même l'ail, n'existaient tout simplement pas. Les rares composés antibactériens présents étaient si primitifs qu'ils n'offraient une protection que contre des micro-organismes très spécifiques. Les parasites intestinaux de l'époque étaient particulièrement dévastateurs. Des vers ancestraux, pour beaucoup disparus depuis des millions d'années, possédaient des cycles de vie complexes impliquant plusieurs hôtes. Une fois installés dans l'organisme humain, ils se multipliaient de façon exponentielle, obstruaient les intestins, empêchaient l'absorption des nutriments et libéraient des toxines entraînant une insuffisance hépatique progressive. La malaria ancestrale était d'une létalité extrême. Les moustiques primitifs transportaient des protozoaires qui attaquaient non seulement les globules rouges, mais aussi les cellules du foie et du cerveau simultanément. La fièvre qui en résultait pouvait atteindre 44 degrés Celsius, causant des lésions cérébrales irréversibles bien avant que le moindre remède naturel ne puisse agir. Les infections fongiques prospéraient dans le climat chaud et humide de l'époque. Des champignons que nous considérons aujourd'hui comme relativement inoffensifs évoluaient alors en décomposeurs agressifs, capables d'infecter les tissus vivants à la moindre lésion. Ces infections consumaient littéralement la chair vivante, se propageaient rapidement par la circulation sanguine et attaquaient les organes vitaux de manière systématique. Réfléchissez-y, quelle serait exactement la cause de votre mort à l'époque jurassique? La réalité terrifiante est qu'il ne s'agirait pas d'une cause unique, mais d'une combinaison fatale de facteurs conspirant simultanément pour faire de chaque seconde de vie un combat désespéré contre une extinction imminente. L'espérance de vie d'un être humain moderne transporté à cette époque ne dépasserait pas 48 heures.
Au cours des 6 premières heures, une déshydratation sévère commencerait à compromettre les fonctions rénales essentielles. Parallèlement, l'hyperthermie provoquerait confusion mentale et troubles de la coordination motrice, rendant toute tentative de trouver un abri ou de l'eau de plus en plus improbable. Entre 12 et 18 heures, une faim extrême pousserait à tenter désespérément de consommer une végétation toxique, introduisant des poisons attaquant le système nerveux central. En même temps, de petites blessures inévitables lors de la progression à travers la végétation épineuse jurassique commenceraient à s'infecter avec des bactéries ancestrales hautement virulentes. Au bout de 24 heures, la combinaison de toxines végétales, d'infections bactériennes et de stress thermique déclencherait une défaillance multiviscérale. Le foie, surchargé de composés toxiques inconnus, commencerait à nécroser. Les reins, déshydratés et infectés, cesseraient de produire de l'urine. Le cœur, forcé de pomper un sang épaissi dans un corps surchauffé, entrerait en arythmie fatale. Durant les dernières heures, les hallucinations causées par la déshydratation sévère et les toxines neurologiques créeraient une réalité déformée où prédateurs imaginaires se mêleraient à des menaces bien réelles. La personne agonisante perdrait toute capacité à distinguer les dangers véritables des produits de son esprit en déclin. La mort surviendrait comme une libération inévitable, probablement par arrêt cardio-respiratoire causé par la combinaison mortelle d'hyperthermie, déshydratation, empoisonnement et septicémie généralisée. Le corps, incapable de réguler sa température, de maintenir l'équilibre électrolytique ou de combattre les multiples infections, cesserait simplement toutes ses fonctions vitales. Cette progression fatale n'est pas une spéculation dramatique, mais la réalité documentée à travers des preuves paléontologiques et des études de physiologie humaine. Chaque élément décrit repose sur des données scientifiques solides concernant les conditions environnementales de l'ère jurassique et les limites biologiques de l'organisme humain moderne. Imaginez un instant ce qui arriverait à une simple coupure sur votre bras pendant la période jurassique, alors qu'aujourd'hui, nous courons vers l'armoire à pharmacie à la recherche d'un pansement et d'un antiseptique. À cette époque primitive, toute blessure représentait une condamnation à mort déguisée en bobo banal. La peau déchirée par une branche pointue ou la griffe d'un petit dinosaure commencerait à s'infecter en quelques heures. Sans antibiotiques, antiseptiques, ni même d'eau propre pour laver la plaie, le corps humain deviendrait un champ de bataille perdu face à des bactéries que nous considérons aujourd'hui comme inoffensives. Le tissu autour de la coupure prendrait une coloration rouge inquiétante, émettant une chaleur brûlante au toucher. Nos ancêtres ignoraient tout des micro-organismes, ces ennemis invisibles qui se multipliaient exponentiellement chaque minute dans la chair exposée. La douleur lancinante s'intensifierait jour après jour, tandis que le gonflement transformerait la zone blessée en une masse déformée et hypersensible. Les bactéries anaérobies, proliférant dans l'environnement chaud et humide de la blessure, libéreraient des toxines empoisonnant lentement tout l'organisme. Ce que nous résoudrions aujourd'hui en une visite de 20 minutes aux urgences deviendrait une agonie prolongée de plusieurs semaines. La fièvre apparaîtrait comme symptôme d'une infection généralisée, faisant alterner frissons violents et sueur abondante qui imbiberait les vêtements primitifs. La gangrène, cette putréfaction de la chair encore vivante, se répandrait comme un feu dans une forêt sèche, dégageant une odeur putride attirant les charognards à des kilomètres à la ronde. Les recherches paléomédicales indiquent que le taux de mortalité dû aux infections simples dépassait 60% durant des périodes préhistoriques similaires. La septicémie, cette invasion bactérienne dans le sang, tuerait lentement mais inexorablement, alors que le corps dépérirait sans ressources pour combattre efficacement l'invasion microscopique. Cette petite égratignure qui aujourd'hui à peine attire notre attention deviendrait le début de la fin, prouvant qu'à l'ère jurassique, même les accidents les plus mineurs avaient un potentiel létal.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au simple acte de marcher? Durant le Jurassique, chaque pas représentait un risque calculé dans une loterie mortelle où le prix était de rester en vie quelques heures de plus. Le terrain accidenté, couvert d'une végétation dense et de racines entremêlées, cachait des pièges naturels qui transformaient une simple promenade en un parcours de survie extrême. Le sol marécageux, saturé par les pluies torrentielles incessantes, formait des poches de boue visqueuse, capables d'engloutir un être humain entier en quelques minutes. Sans équipement de secours ni corde solide, quiconque posait le pied sur ces pièges naturels ressentirait le désespoir de s'enfoncer lentement, sentant la boue froide monter graduellement sur son corps, tandis que ses muscles s'épuisent dans une lutte vaine contre cette aspiration implacable. Les racines gigantesques des conifères jurassiques formaient des obstacles traîtres pouvant facilement briser des os. Un faux pas apparemment anodin provoquerait des fractures ouvertes, avec des fragments d'os perçant la peau et dépassant à l'extérieur. Sans matériel d'immobilisation ni connaissance des premiers secours, une simple chute se transformerait en invalidité permanente ou en mort par complication. De plus, le terrain volcanique actif de l'époque dissimulait des fissures cachées qui libéraient des gaz toxiques concentrés. Quiconque marchait sur ces zones respirerait des vapeurs sulfureuses brûlant les poumons de l'intérieur, provoquant un œdème pulmonaire fatal. Le paysage apparemment verdoyant cachait des zones d'instabilité géologique où le sol pouvait céder sans avertissement, engloutissant toute forme de vie dans un abîme rocheux. Les études géologiques démontrent que, au Jurassique moyen, l'activité tectonique intense modifiait constamment le relief. Des falaises apparemment solides s'effondraient lors de secousses fréquentes, ensevelissant tout sous des avalanches de rochers pesant des tonnes. Marcher devenait un exercice constant de tension, où chaque mouvement exigeait une attention absolue pour éviter les innombrables dangers terrestres guettant la moindre négligence. Dans cet environnement hostile, rester immobile représentait aussi un risque, car la terre elle-même, sous les pieds, conspirait activement contre toute tentative de survie prolongée. Pensez-vous pouvoir maintenir le rythme d'activité nécessaire pour survivre à une époque où le repos équivalait à une mort certaine? Le corps humain moderne, habitué au confort et aux facilités technologiques, s'effondrerait complètement après seulement quelques jours soumis aux exigences physiques extrêmes de la période jurassique. La recherche constante de nourriture exigerait des marches de 15 à 20 km par jour à travers un terrain accidenté, en portant des outils improvisés et en restant constamment vigilant face aux prédateurs. Sans chaussures adaptées, les pieds développeraient des ampoules douloureuses qui se rompraient et s'infecteraient, transformant chaque pas en torture. Les plantes des pieds blessés saigneraient continuellement, laissant des traces attirant des carnivores renifleurs. Nos muscles, développés pour des activités sédentaires et des exercices contrôlés, ne supporteraient tout simplement pas cette charge de travail brutale. Après 3 jours d'efforts continus, les fibres musculaires commenceraient à se décomposer par un processus appelé abdomyolyse, libérant des protéines toxiques dans le sang qui surchargerait les reins jusqu'à une insuffisance rénale complète. La fatigue chronique s'installerait comme un poids constant sur les épaules, ralentissant les réflexes et embrouillant les décisions. Quand un Allosaurus de 3 tonnes surgirait parmi les arbres, l'esprit épuisé mettrait plusieurs secondes cruciales à percevoir le danger, un temps suffisant pour devenir son repas. La coordination motrice détériorée transformerait des actions simples comme grimper à un arbre en mouvement maladroit et potentiellement mortel. Les données anthropologiques suggèrent que nos ancêtres préhistoriques possédaient une capacité cardiovasculaire 40% supérieure à la moyenne actuelle. Pourtant, leur espérance de vie dépassait rarement 25 ans à cause d'un épuisement physique extrême. Le corps moderne, privé d'un conditionnement adéquat, entrerait en état d'épuisement terminal en moins d'une semaine. La déshydratation accélérée par l'effort constant épaissirait le sang comme du miel, forçant le cœur à travailler à un rythme insoutenable
jusqu'à un arrêt cardiaque inévitable, sans période de récupération adéquate ni supplément nutritionnel. L'organisme consumerait ses propres réserves jusqu'à ne plus rester qu'un squelette ambulant attendant l'effondrement final. Imaginez ce qui arriverait à l'esprit humain après des semaines d'isolement absolu dans un paysage où chaque ombre cache des menaces mortelles. Le cerveau, évolué pour fonctionner au sein de groupes sociaux complexes, commencerait à montrer des signes de détérioration psychologique rendant la survie physique encore plus improbable. Sans stimulation sociale ni activité mentale diversifiée, la conscience tomberait dans un état de privation sensorielle déformant complètement la perception de la réalité. Les hallucinations auditives apparaîtraient en premier, des voix familières appelant au milieu de la végétation dense, des sons de civilisation moderne résonnant parmi les arbres jurassiques. Le cerveau désespéré créerait des illusions pour combler ce vide social insupportable. La paranoïa se développerait en un mécanisme de défense hyperactif, transformant chaque bruit naturel en menace imminente. Les branches agitées par le vent deviendraient des prédateurs tapis dans l'ombre, tandis que les ombres ordinaires prendraient des formes monstrueuses, déclenchant des attaques de panique incontrôlables. Le système nerveux, maintenu en état d'alerte constant, s'épuiserait jusqu'à un effondrement neurochimique. Durant la période jurassique, aucun autre humain n'existait avec qui établir les liens sociaux essentiels à la santé mentale. L'individu isolé commencerait à développer des comportements compulsifs bizarres, se parlant à lui-même dans des conversations imaginaires ou créant des rituels obsessionnels sans but réel. Le besoin désespéré d'interaction mènerait à des tentatives de communication avec des dinosaures dans une distorsion pathologique de la réalité. Des études en psychologie évolutive démontrent que les humains soumis à plus de 30 jours d'isolement développent selon des symptômes psychotiques irréversibles. Une dépression profonde s'installerait comme un brouillard mental constant, retirant toute motivation pour continuer à lutter pour la survie. La volonté de vivre se dissoudrait progressivement, remplacée par une apathie mortelle, rendant l'individu vulnérable à tout prédateur. Le sommeil deviendrait le théâtre de cauchemars récurrents, peuplés de créatures jurassiques dévoreuses, tandis que l'éveil se confondrait avec des rêves perturbants. La frontière entre imagination et réalité s'effacerait complètement, ne laissant qu'un esprit fragmenté, incapable de prendre des décisions rationnelles pour préserver sa propre vie. Comment affronter l'obscurité absolue en sachant que des centaines de prédateurs nocturnes considèrent votre corps comme un festin ambulant? Les nuits du Jurassique s'étendaient sur 12 heures interminables de terreur pure, où chaque seconde représentait une bataille psychologique contre la peur paralysante qui transformerait toute personne en proie facile. Sans source de lumière artificielle ni feu contrôlé, l'obscurité devenait un manteau étouffant dissimulant des dangers mortels à quelques mètres à peine. Les yeux humains, adaptés à la vision diurne, resteraient complètement inutiles, tandis que des créatures dotées d'une vision nocturne perfectionnée patrouillaient silencieusement à la recherche de chair fraîche. Le son même de la respiration s'amplifiait jusqu'à ressembler à une invitation sonore pour les prédateurs à l'odorat affûté. De petits théropodes nocturnes, de la taille de loups, mais équipés de griffes acérées comme des lames, chassaient en meute coordonnée, utilisant des techniques d'embuscade rendant impossible de détecter leur approche. Leurs pas amortis par des décennies d'évolution prédatrice ne produisaient aucun bruit sur le feuillage humide, tandis qu'ils se positionnaient stratégiquement autour de la victime terrifiée. Le système nerveux humain, bombardé pendant des heures d'adrénaline et de cortisol, tomberait en état d'épuisement, rendant les réflexes lentement léthargiques. Lorsque les attaques surviendraient, enfin, le corps
serait déjà trop affaibli pour offrir une résistance efficace. Le cœur, forcé de battre à un rythme accéléré pendant des heures, développerait des arythmies dangereuses pouvant causer une mort subite avant même l'arrivée des prédateurs. Les archives fossiles indiquent que 70% de l'activité prédatrice durant le Jurassique se déroulait la nuit. Les dinosaures carnivores ont développé des stratégies de chasse nocturne très sophistiquées, utilisant la communication ultrasonique pour coordonner des attaques de groupe, garantissant 95% de succès dans la capture des proies. L'insomnie forcée deviendrait l'allié mortel des prédateurs, car après 3 nuits sans sommeil adéquat, l'esprit humain perdrait complètement la capacité de distinguer les sons réels des hallucinations auditives. Finalement, l'individu terrifié commettrait l'erreur fatale d'abandonner sa cachette en réponse à un bruit imaginaire, marchant directement dans les mâchoires patientes qui l'attendent dans l'obscurité impitoyable. Pensez un instant, et si les créatures les plus mortelles de l'ère jurassique n'étaient pas les terribles T-Rex ou les rapides raptors, mais plutôt les plantes apparemment inoffensives qui vous entourent? Kidlurung, la flore jurassique avait développé des mécanismes de défense qui feraient passer n'importe quel herbicide moderne pour de l'eau sucrée. Chaque feuille, chaque tronc, chaque fruit représentait une roulette russe botanique où les chances favorisaient toujours la mort. Les cicadales, dominantes à cette époque, produisaient des toxines neurotoxiques concentrées dans toutes les parties de la plante. Un simple contact avec la sève de ces plantes ancestrales provoquait des brûlures chimiques pénétrant la peau jusqu'aux muscles. La douleur était indescriptible. Imaginez un acide qui dissout lentement chaque couche de tissu tandis que le système nerveux s'effondre. Nos ancêtres mammifères apprirent cette leçon au prix de générations de morts et de souffrances. Mais la véritable terreur commençait lorsque la faim désespérée forçait des décisions fatales. Sans aucune connaissance botanique, toute tentative de consommation végétale devenait un jeu macabre de survie. Les fougères géantes, pouvant atteindre la taille d'arbres modernes, libéraient des spores hallucinogènes provoquant une désorientation totale. Perdu dans des délires toxiques, l'individu errait en cercle jusqu'à croiser des prédateurs ou s'effondrer d'épuisement. Les conifères primitifs sécrétèrent des résines toxiques collantes comme une glu mortelle. Au contact, cette substance bloquait la transpiration normale, causant une surchauffe fatale en quelques heures. Simultanément, les toxines étaient absorbées dans la circulation sanguine, attaquant le foie et les reins avec une efficacité létale. Il était impossible de retirer cette résine sans provoquer des blessures encore plus graves. L'ironie cruelle de la situation était que la végétation abondante créait l'illusion de ressources infinies. Pourtant, chaque plante était un piège évolutif affiné pendant des millions d'années, jusqu'au simple fait de respirer près de certaines fleurs devenait dangereux, car leur pollen contenait des alcaloïdes provoquant un arrêt respiratoire. Dans ce monde vert et luxuriant, la vie végétale elle-même conspirait activement contre tout intrus mammifère. Réfléchissez feu les deux à ce dilemme impossible. Dans un monde où chaque seconde de repos peut être la dernière, comment le corps humain moderne gérerait-il le besoin fondamental de dormir? Le sommeil, cette fonction vitale qui occupe un tiers de nos vies, deviendrait un luxe mortel à l'ère jurassique. Il n'y avait aucun concept de sécurité nocturne, aucun abri, aucun repos sans terreur. L'épuisement physique constant créait un piège cruel dont il était impossible de s'échapper. Après des jours sans sommeil adéquat, le système nerveux commencerait à défaillir. Les hallucinations se mêleraient à une réalité déjà terrifiante, créant une confusion mentale, empêchant toute prise de décision rationnelle. Mais dormir signifiait une mort certaine. Les prédateurs nocturnes avaient développé des sens aiguisés spécialement pour localiser des proies peu vulnérables. Les tentatives désespérées de construire des abris rudimentaires n'attiraient que plus d'attention. Le craquement des branches brisées résonnait sur des kilomètres à travers la végétation dense, fonctionnant comme un signal de dîner pour toute la chaîne alimentaire locale. Les petits mammifères territoriaux attaquaient tout envahisseur.
tandis que les reptiles venimeux se cachaient dans les matériaux collectés pour la construction. L'alternative était de rester éveillé indéfiniment, mais le corps humain ne supporte tout simplement pas une privation prolongée de sommeil. Après 72 heures, les fonctions cognitives s'effondraient totalement. Les réflexes devenaient trop lents pour échapper à toute menace. Le système immunitaire s'affaiblissait drastiquement, transformant toute blessure mineure en une condamnation à mort par infection. Même les microsommeils involontaires devenaient fatals. Ces laps de conscience de quelques secondes, produits automatiquement par un cerveau épuisé, suffiraient à un prédateur opportuniste pour attaquer. À l'époque jurassique, il n'y avait aucune marge d'erreur. Le choix était simple et terrible. Mourir d'épuisement ou mourir en dormant. Les deux options menaient au même destin inévitable, seulement avec des niveaux différents de souffrance jusqu'à la fin. Considérez un instant la délicate ingénierie qu'est notre système digestif moderne et comment il réagirait à l'environnement hostile du Jurassique. Nos intestins, habitués aux aliments transformés et à l'eau traitée, s'effondreraient totalement face à la réalité brutale de cette époque. Chaque tentative de nutrition deviendrait une torture interne, prolongée, accélérant le processus de la mort. L'absence totale d'aliments familiers forcerait l'organisme à tenter de digérer des matières organiques complètement inadéquates. Des racines fibreuses érailleraient l'œsophage lors de la descente, causant des hémorragies internes qui deviendraient des foyers d'infection. L'estomac, désespéré de nutriments, produirait un excès d'acide corrosif pour ses propres parois, créant des ulcères perforants qui draineraient le sang vital. La flore intestinale, cet écosystème microscopique essentiel à notre santé, serait complètement détruite par les bactéries hostiles présentes dans toute source alimentaire jurassique. Des dysenteries violentes expulseraient tout nutriment avant qu'il puisse être absorbé, créant un cercle vicieux de malnutrition et de déshydratation. Les crampes intestinales deviendraient si intenses qu'elles empêcheraient tout mouvement coordonné. Des parasites microscopiques, inexistants à notre époque mais abondants au Jurassique, envahiraient chaque orifice du corps. Ces organismes primitifs perforeraient les parois intestinales, établissant des colonies qui draineraient les rares nutriments disponibles. L'abdomen enflerait grotesquement tandis que les parasites se multipliaient, causant une douleur constante, rendant toute activité physique impossible. La déshydratation chronique épaissirait le sang au point où le cœur serait forcé de travailler 3 fois plus pour pomper cette substance visqueuse. Chaque battement cardiaque deviendrait un combat conscient pour maintenir la circulation. Le foie, surchargé de toxines provenant des plantes et de l'eau contaminée, commencerait à faillir, permettant au poison de s'accumuler dans le sang à des niveaux mortels. Finalement, le simple acte de tenter de se nourrir deviendrait plus mortel que la faim elle-même. Imaginez la détérioration mentale qui surviendrait lorsque la réalité de la situation deviendrait complètement claire. Il n'y a aucun espoir de salut, aucune technologie pour aider, aucune possibilité de communication avec le monde moderne. La pleine conscience d'être piégé définitivement dans l'ère jurassique créerait une pression psychologique capable de fragmenter n'importe quel esprit humain moderne en quelques jours. La connaissance intime des dinosaures, acquise à travers documentaires et livres, deviendrait une malédiction. Chaque son dans la forêt réveillerait des souvenirs précis sur les méthodes de chasse, la puissance de la morsure et la vitesse d'attaque des différentes espèces. L'esprit ne pourrait jamais se reposer, analysant constamment chaque mouvement dans l'ombre, chaque bruissement de feuilles, chaque écho lointain comme une menace potentiellement fatale. L'anxiété chronique déclencherait des cascades hormonales qui épuiseraient les réserves énergétiques déjà rares du corps. Cortisol et adrénaline circuleraient sans cesse dans le sang,
maintenant le système nerveux en état d'alerte maximale 24 heures sur 24. Cette hypervigilance forcée provoquerait des tremblements incontrôlables, des battements cardiaques irréguliers et une respiration superficielle jamais suffisante pour oxygéner correctement le cerveau. L'isolement social total accélérerait le processus de détérioration mentale. Les êtres humains sont fondamentalement des créatures sociales et l'absence complète de communication ou de contact avec d'autres de notre espèce créerait une solitude existentielle insupportable. Le besoin désespéré de parler, d'être entendu, de partager la terreur vécue se manifesterait par des monologues obsessionnels avec des plantes, des roches ou tout objet inanimé disponible. Des cauchemars constants envahiraient les rares moments de sommeil agité, mêlant souvenirs réels d'attaques et fantasmes terrifiants de mort possible. La frontière entre veille et sommeil disparaîtrait, créant des hallucinations continues où des prédateurs imaginaires se matérialiseraient parmi les ombres réelles. La paranoïa s'intensifierait jusqu'au point où la simple respiration semblerait les rugissements de carnivores approchant. Dans cet état mental fragmenté, les décisions de survie, de base, deviendraient impossibles, accélérant le chemin inévitable vers la destruction totale. Découvrez comment notre corps moderne, synchronisé avec les routines et technologies de notre époque, s'effondrerait complètement face aux cycles naturels brutaux de la période jurassique. Notre horloge biologique interne, calibrée pour l'éclairage artificiel et des horaires réguliers, se désintégrerait totalement, accélérant tous les processus de détérioration physique et mentale. L'absence d'un rythme circadien stable déréglerait complètement la production hormonale. La mélatonine serait libérée à des heures aléatoires, provoquant des épisodes de somnolence extrême aux moments les plus dangereux de la journée. Simultanément, le cortisol exploserait en pic irrégulier. Maintenant, le système nerveux en état de panique constant, même pendant les périodes de relative sécurité. Cette montagne russe hormonale épuiserait les glandes endocrines en quelques semaines. Le métabolisme, habitué à des repas réguliers et une composition nutritionnelle prévisible, passerait en mode famine extrême permanente. Le corps commencerait à consommer la masse musculaire comme source d'énergie, y compris le muscle cardiaque. Chaque battement deviendrait plus faible, moins efficace, réduisant drastiquement la capacité à répondre à toute situation d'urgence. Le système immunitaire, privé de ressources, cesserait complètement ses fonctions protectrices. La température corporelle deviendrait impossible à réguler sans vêtements adaptés ni abri contrôlé. Pendant les nuits humides du Jurassique, l'hypothermie attaquerait impitoyablement, provoquant des spasmes musculaires involontaires et douloureux qui attireraient les prédateurs. Durant les journées brûlantes, l'hyperthermie cuisinerait littéralement le cerveau, causant délire et convulsions, empêchant toute tentative de trouver de l'ombre ou de l'eau. La pression sanguine oscillerait violemment entre des extrêmes dangereux. Des pics hypertensifs causeraient des maux de tête débilitants et des saignements de nez constants, tandis que des chutes soudaines entraîneraient des évanouissements fréquents. Chaque épisode de perte de conscience serait une opportunité pour un prédateur de finir ce que la nature avait déjà commencé. Le corps lui-même deviendrait le pire ennemi, travaillant activement contre toute chance microscopique de survie encore possible. À ce stade précis de votre détérioration, quelque chose de plus sinistre commence à se produire. Les poumons, déjà malmenés par l'air toxique et l'humidité extrême du Jurassique, commencent à faillir de manière systématique. La sensation est celle d'essayer de respirer à travers une éponge saturée qui se resserre de plus en plus contre la poitrine. L'air dense de l'ère Jurassique contenait environ 35% d'oxygène comparé aux 20 et 1% actuels. Cela semble être un avantage, n'est-ce pas? Erreur. Cette concentration élevée, combinée à la pression atmosphérique altérée et au gaz volcanique constant, crée un mélange mortel qui brûle les alvéoles pulmonaires. Chaque inspiration devient un acte de désespoir, comme tenter d'aspirer de l'air à travers une paille bouchée. Les particules de cendres volcaniques, suspendues en permanence dans l'air jurassique, commencent à s'accumuler dans les poumons sous forme d'une boue
microscopique. Le corps tente d'expulser cette saleté par des quintes de toux violentes, mais chaque spasme n'introduit que plus de toxines. Le son est perturbant, une toux sèche et rugueuse qui résonne dans la jungle, alertant les prédateurs de votre position exacte. Aujourd'hui, nous disposons de purificateurs d'air, de masques chirurgicaux et de traitements respiratoires. Mais à cette époque, tout problème pulmonaire signifiait une condamnation à mort. La médecine moderne nous permet de survivre à des pneumonies, de l'asthme et d'autres affections respiratoires qui, dans le Jurassique, auraient signifié la fin absolue. Votre capacité pulmonaire diminue progressivement, transformant chaque mouvement en lutte pour la prochaine respiration. Le désespoir grandit lorsque vous réalisez que dormir est devenu impossible. S'allonger signifie que les fluides s'accumulent dans les poumons, créant une sensation de noyade, même sur terre ferme. Il ne reste plus qu'à attendre le moment où même rester debout ne suffira plus à maintenir la respiration. Parallèlement à l'effondrement respiratoire, le système cardiovasculaire entre en panne complète. Le cœur, ce muscle infatigable qui aujourd'hui bénéficie de pacemakers, de chirurgie et de médicaments avancés, est au Jurassique complètement abandonné à son sort. La sensation est celle d'un moteur déréglé qui accélère et ralentit sans contrôle. Le stress constant de la survie libère des quantités brutales d'adrénaline et de cortisol dans l'organisme. Ces substances, conçues pour des situations d'urgence de courte durée, circulent désormais dans les veines 24 heures sur 24 pendant des semaines. Le cœur bat de manière désordonnée, parfois à 200 battements par minute lors de fuites désespérées, parfois presque à l'arrêt lors de moments d'épuisement extrême. La tension artérielle oscille dangereusement entre pics hypertensifs et chutes hypotensives. Sans équipement de surveillance ni médicaments, ces variations extrêmes provoquent douleurs thoraciques, vertiges et perte de conscience soudaine. Chaque palpitation irrégulière se ressent comme un coup interne, rappelant que le cœur peut s'arrêter à tout moment. La déshydratation chronique épaissit le sang, forçant le cœur à travailler encore plus pour pomper ce fluide visqueux à travers les artères. C'est comme essayer de faire passer du miel à travers des pailles fines. L'effort est brutal et insoutenable. Les veines commencent à se dessiner sous la peau, formant une carte bleutée du désespoir circulatoire. Les coupures ou blessures deviennent encore plus dangereuses car le système circulatoire est déjà en effondrement. Toute perte de sang, même minime, peut être la poussée finale qui mène le cœur à un effondrement total. La détérioration physique atteint désormais un stade cruel, où les sens eux-mêmes commencent à faillir systématiquement. D'abord, la vue devient trouble et déformée. Les toxines accumulées dans l'organisme et la malnutrition sévère affectent le nerf optique, créant des zones aveugles et une vision double. Distinguer entre une branche qui bouge et un prédateur approchant devient impossible. Les oreilles, constamment agressées par les rugissements assourdissants des grands sauriens et les sons aigus de la jungle jurassique, développent des acouphènes permanents. Le tympan, sans protection adéquate, se perce facilement sous ces sons extrêmes. La perte auditive progressive empêche de localiser la direction des dangers, transformant chaque mouvement en pas à l'aveugle. L'odorat, d'abord aiguisé par la peur, est maintenant complètement saturé par les odeurs putrides de l'ère jurassique. Le nez cesse de détecter de nouvelles odeurs, créant une sorte de cécité olfactive qui empêche de repérer les carcasses en décomposition, les gaz toxiques ou l'approche des prédateurs. C'est comme si le système d'alerte naturel du corps était éteint. Le toucher devient une source constante d'agonie. La peau, brûlée par le soleil brutal et rongée par les plantes vénéneuses, développe une sensibilité extrême où même une brise légère provoque une douleur insupportable. Paradoxalement, d'autres zones deviennent complètement engourdies, empêchant de ressentir de nouvelles blessures ou infections en expansion. Enfin, même le goût se détériore complètement. La bouche, constamment sèche et pleine d'ulcères, rend impossible de distinguer aliments sûrs et poisons. Manger devient un acte de foi désespéré où chaque bouchée peut être à la fois nutrition et poison.
Nous atteignons le point où ce n'est plus seulement le corps qui s'effondre, mais l'esprit lui-même commence à se désintégrer sous la pression extrême de l'ère jurassique. Le cerveau humain, développé pour la vie en société moderne, ne peut tout simplement pas traiter le traumatisme constant et la terreur ininterrompue de cette réalité primitive. Les hallucinations commencent subtilement, des ombres qui bougent quand elles ne devraient pas, quand elles ne devraient pas, des voix humaines, là où il n'y a que des rugissements animaux. L'isolement absolu crée une faim désespérée d'interaction sociale que le cerveau tente de combler par des illusions, des conversations imaginaires avec des personnes situées 150 millions d'années dans le futur deviennent plus réelles que la jungle elle-même autour. Le stress post-traumatique s'installe de manière permanente, mais sans thérapeute ni médicaments pour aider. Chaque bruit, soudain, déclenche des flashbacks d'attaques de prédateurs. Le sommeil, quand il vient, enfin, est interrompu par des cauchemars où d'immenses T-Rex poursuivent à travers des paysages déformés. Se réveiller devient indistinct du rêve. Les deux sont également terrifiants. La paranoïa s'intensifie de façon exponentielle. Chaque mouvement dans la végétation devient une menace mortelle. L'esprit, cherchant à se protéger, crée un état d'hypervigilance où il est impossible de se détendre, ne serait-ce qu'une seconde. Le résultat est un épuisement mental qui ronge la capacité de prendre des décisions rationnelles précisément quand elles sont les plus nécessaires. La mémoire commence à échouer de façon sélective. Les souvenirs de la vie moderne deviennent flous et lointains, tandis que les traumatismes de l'ère jurassique s'intensifient et se répètent de manière obsessionnelle. L'identité personnelle se dissout progressivement, ne laissant qu'un instinct animal désespéré de survie qui ne peut plus être atteint. C'est le chapitre final de la détérioration, où tous les systèmes corporels échouent simultanément dans un effondrement total et irréversible. Ce n'est pas une mort dramatique comme au cinéma, c'est une extinction graduelle et agonisante de chaque fonction vitale, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que l'inévitable. Les reins, bombardés de toxines pendant des semaines, cessent enfin de filtrer les poisons du sang. Le résultat est une intoxication interne, où le corps lui-même devient son pire ennemi. L'urine, sombre et rare, laisse place à une absence totale de production, signalant que la fin est proche. Le gonflement généralisé fait que la peau s'étire douloureusement. Le foie, ce laboratoire chimique interne, s'effondre sous le poids du traitement des plantes toxiques et de l'eau contaminée. La peau prend une coloration jaunâtre, distinctive, tandis que les toxines circulent librement dans l'organisme. Chaque cellule du corps nage désormais dans son propre poison, créant une sensation de brûlure interne qui se propage des organes vitaux jusqu'aux extrémités. La température corporelle oscille violemment entre des fièvres qui cuisent le cerveau et des frissons qui font trembler les os de manière incontrôlable. Le système immunitaire, depuis longtemps vaincu, n'offre plus aucune résistance. Des infections multiples se propagent simultanément, transformant le corps en un champ de bataille sans vainqueur. Enfin, le cerveau, privé d'oxygène et de nutriments, commence à s'éteindre région par région. La conscience devient intermittente. Des moments de clarté brutale alternent avec des périodes d'obscurité. La dernière sensation est la prise de conscience que toute la lutte, toute la souffrance et toute la détermination ont été inutiles depuis la première seconde dans ce monde impitoyable où l'humanité n'aurait jamais dû poser le pied. Il a été découvert que trouver de l'eau potable à l'époque jurassique était une condamnation déguisée en salut, alors qu'aujourd'hui nous ouvrons un robinet sans y penser à deux fois. À cette époque, chaque goutte consommée représentait une loterie biologique mortelle. La personne était forcée de boire dans des marécages infectés où des parasites microscopiques attendaient patiemment leur prochaine victime. Le liquide trouble descendait dans la gorge en laissant un goût métallique persistant, tandis que des bactéries primitives commençaient immédiatement leur travail de colonisation intestinale. Il était impossible de faire bouillir l'eau. Il n'y avait ni feu contrôlé, ni récipient adapté. Quiconque tentait d'apaiser sa soif accélérait simultanément sa propre détérioration interne. À ce moment précis, des micro-organismes jurassiques envahissaient la circulation sanguine, provoquant des fièvres qui duraient des semaines. Le corps déshydraté réagissait instinctivement.
mais chaque tentative de réhydratation introduisait de nouveaux agents pathogènes. Parallèlement, une diarrhée constante éliminait les rares nutriments obtenus, créant un cercle vicieux de malnutrition progressive. Les documents fossiles révèlent que les sources d'eau jurassique contenaient des concentrations toxiques de minéraux lourds capables de causer des dommages neurologiques permanents. L'individu commençait à présenter des tremblements incontrôlables, une perte de coordination motrice et des hallucinations vives qui déformaient complètement la perception de la réalité environnante. Il s'avère que la musculature humaine moderne n'a tout simplement pas été conçue pour supporter les exigences physiques de l'ère jurassique. Ajoutez à cela le fait que nos ancêtres devaient la courir constamment, non pas pour faire de l'exercice, mais littéralement pour rester en vie quelques minutes de plus. Dans cet environnement hostile, les muscles des jambes tombaient en fatigue extrême après seulement quelques heures d'activité intense. Il fallait escalader des rochers pointus, traverser des terrains marécageux et rester en mouvement perpétuel, tandis que des prédateurs rampants rôdent à proximité. À chaque pas, des fibres musculaires se déchiraient sous la pression excessive, provoquant des douleurs lancinantes irradiant dans tout le corps. Parallèlement, l'absence de protéines adéquates empêchait toute récupération musculaire significative. On a découvert que le régime jurassique, principalement composé de plantes fibreuses et d'insectes occasionnels, ne fournissait pas les acides aminés essentiels à la réparation tissulaire. L'organisme commençait à consommer sa propre masse musculaire pour obtenir de l'énergie, entraînant une détérioration physique accélérée. Plus inquiétant encore, des crampes musculaires sévères survenaient sans avertissement, laissant la personne complètement vulnérable dans des moments critiques. Quand cela arrivait en pleine fuite, cela signifiait une condamnation à mort immédiate. Aujourd'hui, nous disposons de relaxants musculaires et de physiothérapie. À cette époque, une crampe au mollet était souvent le dernier symptôme ressenti par quelqu'un. Considérez ceci, nos os modernes dépendent du calcium, de la vitamine D et d'exercices contrôlés pour maintenir leur densité. Cependant, à l'ère jurassique, ces éléments étaient pratiquement inexistants, conduisant à une décalcification osseuse progressive et irréversible. L'exposition constante à une radiation solaire intense, sans aucune protection, empêchait paradoxalement l'absorption adéquate de la vitamine D. Le corps surchauffé consacrait toute son énergie à la thermorégulation, négligeant les processus de minéralisation osseuse. Nos ancêtres développaient une forme primitive d'ostéoporose en l'espace de quelques mois, devenant extrêmement vulnérables aux fractures, même lors d'impacts minimes. Simultanément, le régime pauvre en calcium accélérait cette détérioration. Les sources disponibles, essentiellement des feuilles anciennes et des racines dures, étaient les pauvres en minéraux essentiels. Quiconque survivait quelques semaines commençait à remarquer ses os devenant friables et ses dents se ramollissant jusqu'à se désintégrer. Il a été révélé que de simples chutes, qui aujourd'hui ne causeraient que des égratignures, provoquaient des fractures multiples à l'époque jurassique. Une côte cassée perforait facilement des poumons déjà compromis par la qualité de l'air. Une cheville fracturée signifiait une immobilité totale dans un environnement où s'arrêter de bouger équivalait à signer son propre acte de décès. La structure osseuse humaine n'était tout simplement pas préparée à supporter les conditions extrêmes de cette période géologique. Imaginez que votre système nerveux commence à faiblir progressivement, un neurone à la fois. C'était la réalité inévitable pour tout sapiens perdu à l'ère jurassique. La combinaison de toxines environnementales, de stress extrême et de privation sensorielle provoquait une détérioration neurologique qui se manifestait sous des formes terrifiantes. À ce moment-là, les neurotoxines présentes dans l'atmosphère jurassique traversaient facilement la barrière hémato-encéphalique primitive. On pouvait littéralement sentir les pensées devenir confuses, la mémoire fragmentée et la capacité de raisonnement logique s'évaporer comme une brume matinale.
le cerveau, privé de glucose et d'oxygène adéquat, commençait à consommer du tissu neural pour maintenir les fonctions vitales de base. Il a été découvert que les hallucinations auditives étaient les premiers symptômes perceptibles. La personne entendait des rugissements inexistants, des pas fantômes et des chuchotements menaçants qui la faisaient réagir à des dangers imaginaires tout en ignorant les menaces réelles. Cette dissonance cognitive créait un état permanent de paranoïa qui accélérait encore plus la détérioration mentale. Le plus angoissant était lorsque les réflexes de base commençaient à faillir. Les mouvements involontaires, comme cligner des yeux, avaler et réguler la respiration, devenaient laborieux et conscients. Le système nerveux autonome, surchargé par les stimuli hostiles constants, coupait simplement des secteurs entiers du contrôle corporel, laissant l'organisme complètement à la dérive dans une réalité devenant de plus en plus déformée et menaçante. La vérité est que tous les systèmes décrits précédemment convergeaient vers un point final inévitable, la défaillance multiple des organes. À ce stade ultime, le corps humain se transformait en une machine biologique en effondrement total, où chaque fonction vitale se battait désespérément pour les dernières ressources disponibles. À ce moment critique, le foie, intoxiqué par des mois d'exposition aux composés jurassiques, cessait de traiter correctement les toxines. Des substances toxiques s'accumulaient dans le sang, teintant la peau de tons jaunâtres, tandis que la conscience flottait entre réalité et délire. On pouvait littéralement sentir l'organe enfler douloureusement contre les côtes, une pression constante qui augmentait à chaque respiration laborieuse. Parallèlement, les reins entraient en défaillance complète, incapables de filtrer les déchets métaboliques accumulés. Le gonflement commençait par les chevilles et montait progressivement, tandis que la production d'urine diminuait jusqu'à cesser complètement. Quiconque était à ce stade éprouvait une soif insatiable qu'aucune quantité de liquide ne pouvait apaiser, car le corps avait totalement perdu sa capacité de régulation hydrique. Le cœur, forcé de pomper un sang de plus en plus épais et toxique, développait des arythmies dangereuses qui faisaient mal à la poitrine à chaque battement irrégulier. Simultanément, les poumons saturés de fluide transformaient chaque inspiration en une lutte consciente contre une noyade interne, tandis que la personne percevait sa propre mortalité s'approcher inexorablement à chaque cycle respiratoire, plus difficile que le précédent, que le LTI. Dans cet environnement hostile, quelque chose de perturbant commençait à se produire avec le corps humain lui-même. L'humidité constante de 85% créait des conditions idéales pour des champignons et bactéries inexistants dans le monde moderne. De petites coupures que nous traitons aujourd'hui avec un simple pansement se transformaient rapidement en ulcères suppurants, dégageant une odeur nauséabonde. La peau développait une texture collante et blanchâtre, tandis que des infections opportunistes pénétraient à travers chaque pore dilaté par la chaleur extrême. Toute personne remarquerait que les blessures mineures ne cicatrisaient jamais correctement. Au contraire, elles s'étendaient en taches sombres qui dévoraient les tissus sains alentour. Le système immunitaire, déjà surchargé par ces pathogènes primitifs, ne parvenait tout simplement plus à lutter contre cette dégradation constante. Des archives fossiles suggèrent que les organismes complexes survivaient rarement plus de quelques semaines dans ces conditions. La structure cellulaire elle-même commençait à se désintégrer, déclenchant un processus de décomposition qui se produisait alors même que l'individu était encore vivant. C'était comme assister à la lente désintégration du propre corps, cellule par cellule, tandis que la conscience restait intacte pour témoigner de chaque étape de cette dégradation irréversible. Aucune médecine moderne ne pourrait inverser ce processus une fois déclenché. Des analyses géologiques ont révélé que la période jurassique présentait des concentrations extrêmement élevées de métaux lourds dans le sol et l'eau. Plomb, mercure et arsenic étaient présents à des niveaux qui tueraient tout organisme moderne en quelques jours seulement. Chaque gorgée d'eau, chaque fruit récolté, chaque contact avec le sol
introduisait une dose létale de ces éléments dans l'organisme. Le foie, organe chargé de la désintoxication, commençait à faillir après environ 72 heures d'exposition continue. Les premiers symptômes incluaient des convulsions involontaires, une perte de coordination motrice et des hallucinations vives. La personne ressentait un goût métallique constant dans la bouche, tandis que les gencives prenaient une coloration bleu-gris caractéristique. Le système nerveux central se détériorait progressivement, provoquant des tremblements incontrôlables qui s'intensifiaient chaque heure. Des études paléobiologiques indiquent que même les dinosaures les plus résistants ont développé des adaptations spécifiques pour traiter ces métaux, adaptations qui ont mis des millions d'années à se former. Un humain moderne, soudainement exposé à ces conditions, subirait une défaillance multiviscérale en moins d'une semaine. Le plus terrifiant était la lucidité mentale qui persistait alors que le corps se désintégrait chimiquement de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'avère que l'atmosphère de la période jurassique possédait une couche d'ozone nettement plus fine qu'aujourd'hui. Cela signifiait une exposition directe à des niveaux de rayonnement ultraviolet capables de littéralement cuire la peau humaine en quelques heures. Toute personne exposée au soleil jurassique ressentirait immédiatement une brûlure intense, comme si des milliers d'aiguilles transperçaient chaque centimètre de peau découverte. En 30 minutes, des cloques douloureuses commenceraient à se former, remplies d'un liquide jaunâtre exhalant une odeur putride. La rétine subirait des dommages irréversibles en quelques minutes, provoquant une cécité progressive qui se manifesterait par des halos lumineux et des taches sombres dans le champ visuel. Le cerveau, bombardé par les radiations, développerait des œdèmes causant des maux de tête insupportables et une perte progressive des fonctions cognitives. Les données paléoclimatiques révèlent que le rayonnement UVB était environ 40% plus intense qu'aujourd'hui. Aucune protection naturelle de la peau humaine ne pourrait résister à cette exposition prolongée. En 48 heures, l'organisme entrait en effondrement systémique à cause des dégâts cellulaires massifs. Il était impossible de trouver une ombre adéquate, même la végétation jurassique n'offrait pas une protection suffisante contre ce rayonnement mortel qui pénétrait à travers le feuillage dense. Considérez que la pression atmosphérique durant le Jurassique était environ 35% plus élevée qu'aujourd'hui. Pour un système cardiovasculaire adapté aux conditions modernes, cela représentait une surcharge mortelle instantanée. Le cœur humain, tentant de pomper le sang à travers cette pression élevée, commençait à faillir rapidement. Les artères, non préparées à cette résistance extrême, développaient des micro-fissures causant des hémorragies internes, silencieuses mais fatales. La respiration devenait laborieuse et superficielle. C'était comme essayer de respirer à travers une couverture humide pressée contre le visage. Les poumons, comprimés par la pression externe, ne pouvaient pas se dilater correctement, entraînant une hypoxie progressive. Le système nerveux réagissait avec panique, déclenchant des poussées d'adrénaline qui surchargeaient encore davantage un cœur déjà en difficulté. Les palpitations irrégulières évoluaient en arythmie mortelle en l'espace de quelques heures. Des preuves géophysiques montrent que même les organismes natifs de cette période possédaient des systèmes circulatoires radicalement différents, spécifiquement adaptés à ces conditions. Un être humain moderne subirait une insuffisance cardiaque aiguë entre 6 et 12 heures après son arrivée, précédée d'évanouissements récurrents et de douleurs thoraciques atroces. Des études paléomagnétiques ont révélé que le champ magnétique terrestre durant le Jurassique était extrêmement instable, avec des inversions fréquentes et des zones d'intensité chaotique. Cela créait un environnement électromagnétique qui interférait directement avec le système nerveux humain. Le cerveau, qui a évolué dépendant de la stabilité magnétique moderne, commençait à présenter des dysfonctionnements au niveau cellulaire. Les neurotransmetteurs étaient libérés de manière incontrôlée.
provoquant une tempête chimique entraînant des convulsions violentes et une perte de conscience. La coordination motrice se détériorait rapidement, des mouvements simples comme marcher ou tenir des objets devenaient impossibles. Le système vestibulaire, responsable de l'équilibre, était complètement déréglé, provoquant vertige constant et nausées incontrôlables. Des recherches neurologiques indiquent que des fluctuations magnétiques intenses peuvent déclencher la mort cérébrale chez des organismes non adaptés. L'activité électrique neuronale s'effondrait, conduisant à un état végétatif progressif où les fonctions cognitives supérieures s'éteignaient simplement. Le plus troublant était que la personne restait partiellement consciente durant ce processus de désintégration neuronale, percevant vaguement la perte de contrôle de son propre corps et esprit jusqu'à ce que l'obscurité finale arrive enfin. À ce moment-là, la lumière même qui devrait apporter la vie se transforme en son bourreau silencieux. Pendant le Jurassique, l'atmosphère ne possédait pas encore la couche protectrice d'ozone que nous connaissons aujourd'hui, permettant aux radiations ultraviolettes intenses de bombarder la surface terrestre sans pitié. Les premiers signes commencent subtilement une légère irritation des yeux que toute personne moderne confondrait avec de la fatigue, mais cette irritation évolue rapidement en quelque chose de bien plus sinistre. La cornée, cette structure transparente qui protège nos yeux, commence à développer de petites lésions microscopiques. C'est comme si des milliers d'aiguilles invisibles perçaient constamment la surface oculaire. Les larmes constantes n'apportent aucun soulagement. Au contraire, elles sont chargées en minéraux primitifs de l'environnement, intensifiant la brûlure. Des études atmosphériques ont révélé que l'intensité des rayons UV durant le Jurassique était environ 40% plus élevée qu'aujourd'hui. Cela signifie qu'en seulement quelques heures d'exposition directe, les tissus oculaires subissaient des dommages équivalents à une journée entière sur une plage moderne sans protection solaire. La différence est qu'il n'existait ni crème solaire, ni lunettes de soleil, ni possibilité de refuge dans des constructions adaptées. Parallèlement, la rétine entamait son processus de détérioration accélérée. Les cellules photoréceptrices, bombardées par cette radiation excessive, déclenchaient une mort cellulaire programmée. La vision périphérique disparaissait graduellement, créant la sensation de regarder à travers un tunnel qui se rétrécit chaque jour davantage. À cela s'ajoutait la perte progressive de la capacité à distinguer les couleurs, transformant le monde vibrant du Jurassique en une palette de gris toujours plus limitée. Le plus terrifiant était la progression irréversible du processus. Contrairement à une blessure ordinaire que le corps peut réparer, les dommages causés par la radiation UV primitive dépassaient toute capacité régénératrice de l'organisme humain. Chaque aube apportait une nouvelle dégradation, chaque rayon de soleil volait un fragment supplémentaire de la vision, poussant inexorablement vers l'obscurité totale et définitive. La réalité était que le sang lui-même, cette substance vitale qui maintient la vie, se transformait lentement en potion mortelle à cause de l'infestation parasitaire. Dans l'écosystème jurassique, des créatures microscopiques prospéraient en nombre inimaginable et le corps humain représentait un hôte parfait et sans défense pour ces formes de vie primitives et voraces. Ces parasites n'étaient pas de simples désagréments comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient des organismes ayant évolué pendant des millions d'années dans un environnement où la compétition pour la survie était brutale et implacable. En conséquence, ils développèrent des stratégies d'invasion et de colonisation surpassant tout mécanisme de défense que le système immunitaire humain pouvait offrir. Le processus d'infestation commençait par la peau. Des œufs parasitaires microscopiques suspendus dans l'humidité constante de l'air jurassique pénétraient par les pores et petites abrasions cutanées. Une fois à l'intérieur de l'organisme, ils éclosèrent en larves, se nourrissant directement des globules rouges. C'était comme si des milliers de vampires microscopiques aspiraient la vie cellule par cellule. De plus, ces larves libéraient
des toxines comme sous-produits de leur métabolisme, des toxines inexistantes dans le monde moderne pour lesquelles le foie humain ne possède pas d'enzymes capables de neutraliser. Il en résultait que le sang devenait progressivement un fluide toxique, empoisonnant chaque organe qui l'irrigue. Le cœur pompait du poison, les poumons étaient irrigués par des substances létales, le cerveau recevait une nutrition contaminée. Des documents paléobiologiques indiquent que certains parasites primitifs avaient des cycles reproductifs ne durant que quelques heures. Cela signifie que la population parasitaire à l'intérieur du corps doublait plusieurs fois par jour. Imaginez la sensation de percevoir que chaque battement de cœur distribuait davantage d'agents destructeurs dans l'organisme, que chaque respiration alimentait les envahisseurs avec de l'oxygène frais pour accélérer leur multiplication effrénée et fatale. Considérez ceci. Pendant la période jurassique, la Terre exerçait une pression gravitationnelle légèrement différente de celle d'aujourd'hui, en raison de la position des continents et de la répartition de la masse sur la planète. Cette différence, apparemment insignifiante pour les créatures adaptées à cet environnement, représentait une condamnation lente à mort pour tout organisme moderne transporté à cette époque. Le squelette humain, développé au fil de millions d'années pour supporter les conditions gravitationnelles actuelles, commençait à montrer des signes d'effondrement structurel en quelques jours seulement. Les os longs, tels que le fémur et le tibia, développaient des micro-fractures invisibles qui se propageaient comme des fissures sur un mur soumis à une pression excessive. Le poids du propre corps devenait un fardeau insupportable que la structure osseuse ne pouvait plus soutenir correctement. Parallèlement à cette pression gravitationnelle modifiée, la composition atmosphérique dense du Jurassique créait une sensation constante de poids supplémentaire. C'était comme porter un sac à dos invisible de 20 kilos qui ne pouvait jamais être retiré. Chaque pas demandait un effort herculéen, chaque mouvement nécessitait une énergie que le corps ne possédait tout simplement pas. La colonne vertébrale, chef-d'œuvre de l'ingénierie biologique, succombait en premier. Les vertèbres commençaient à se comprimer les unes contre les autres, provoquant une douleur lancinante qui irradiait dans tout le corps. Les disques intervertébraux, incapables de supporter la pression supplémentaire, se détérioraient rapidement, causant la compression de nerfs essentiels et une perte progressive de mobilité. Des simulations biomécaniques ont clairement montré que la densité osseuse humaine moderne serait insuffisante pour résister aux conditions gravitationnelles primitives. En quelques semaines, le squelette entier entamerait un processus d'effondrement progressif. Les os deviendraient de plus en plus fragiles, les articulations perdraient leur stabilité et finalement, même l'acte de respirer deviendrait trop douloureux à supporter car les côtes ne pourraient plus s'étendre correctement face à la pression écrasante. À cette époque, le processus métabolique lui-même du corps humain se déréglait complètement dans les conditions extrêmes du Jurassique. La combinaison de la chaleur intense, de la pression atmosphérique modifiée et de la composition gazeuse primitive forçait le métabolisme à fonctionner à une vitesse surnaturelle, consommant la réserve énergétique à un rythme qu'aucun organisme ne pouvait soutenir longtemps. Il devenait évident que le corps commençait littéralement à se dévorer dans une tentative désespérée de générer assez d'énergie pour survivre. D'abord, toute la graisse corporelle disparaissait en quelques jours, non pas par exercice ou régime, mais par une combustion métabolique si intense qu'elle faisait fondre les tissus adipeux comme de la cire dans un fourneau. On pouvait littéralement sentir le corps se consumer de l'intérieur. De plus, lorsque les réserves de graisse s'épuisèrent, le métabolisme accéléré se retournait contre le tissu musculaire. Les muscles
construit au fil des années dans la vie moderne était décomposé en acides aminés, puis converti en énergie à une vitesse terrifiante. Chaque jour apportait une perte visible de masse musculaire, des bras devenant de plus en plus fins, des jambes perdant force et définition, un corps qui se dissolvait littéralement sous ses propres yeux. Il faut ajouter que le cœur, étant un muscle, subissait aussi cette détérioration accélérée. Les battements cardiaques irréguliers devenaient dans la norme, non pas à cause d'une maladie, mais parce que le tissu cardiaque lui-même était métabolisé pour fournir une énergie d'urgence. L'organe qui pompe la vie s'autodétruisait progressivement dans cette lutte désespérée pour maintenir la vie. La phase finale de cette accélération métabolique était la plus terrifiante. Lorsque la graisse et les muscles étaient épuisés, le corps commençait à décomposer son propre tissu osseux pour en extraire minéraux et protéines. Les os devenaient creux et fragiles, non pas par vieillesse ou maladie, mais parce qu'ils étaient littéralement consommés de l'intérieur par un métabolisme qui avait complètement perdu le contrôle dans une course suicidaire contre le temps qui se terminait toujours de manière inévitable. Pendant cette période, l'eau, cette substance qui compose 70% du corps humain, devenait la ressource la plus rare et la plus mortelle de l'environnement jurassique. Non pas par manque d'eau en soi, mais parce que l'eau disponible à cette époque était incompatible avec les besoins cellulaires modernes, créant un paradoxe mortel, mourir de soif entouré de liquide. Il a été découvert que la composition minérale de l'eau primitive contenait des concentrations élevées de fer, de soufre et d'autres éléments agissant comme des diurétiques naturels extrêmement puissants. Chaque gorgée, au lieu d'hydrater, accélérerait l'élimination des fluides corporels à travers des reins déjà surchargés. C'était comme tenter d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus on buvait, plus la déshydratation s'intensifiait. Les cellules du corps humain, programmées pour fonctionner avec de l'eau d'une composition spécifique, commençaient à subir un effondrement osmotique. Le liquide intracellulaire, contaminé par ces minéraux primitifs, ne pouvait plus maintenir la pression adéquate au niveau des membranes cellulaires. Par conséquent, les cellules se mettaient à flétrir comme des raisins, devenant des raisins secs, mais de façon accélérée et irréversible, le cerveau, étant l'organe le plus dépendant d'une hydratation adéquate, était le premier à montrer des signes critiques. Une confusion mentale s'installait rapidement, suivie d'hallucinations provoquées par la déshydratation neuronale. La capacité à prendre des décisions rationnelles disparaissait au moment même où les bonnes décisions devenaient une question de vie ou de mort. Parallèlement, les reins entraient en insuffisance progressive, surchargés par la tentative constante de filtrer des minéraux incompatibles avec la biologie humaine. Ces organes vitaux commençaient à s'autodétruire. L'urine devenait rare et sombre, puis rougeâtre à cause du sang provenant des tissus rénaux endommagés, jusqu'à cesser complètement. À ce stade, les toxines qui auraient dû être éliminées s'accumulaient dans le sang, empoisonnant chaque cellule de l'organisme dans une spirale toxique qui accélérerait le processus de déshydratation cellulaire jusqu'à un effondrement total et définitif. Dans cette réalité primitive, le concept de vieillissement prend une dimension totalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors que notre société moderne nous permet de conserver une apparence jeune pendant des décennies, à l'époque jurassique, l'environnement lui-même fonctionnait comme une machine à accélérer le temps biologique. On se réveillait un matin et l'on remarquait que ses mains semblaient être plus ridées que la veille, non pas par imagination, mais par un processus réel et documenté de détérioration accélérée. Le premier signe était toujours la peau. Nos ancêtres de cette période développaient des rides profondes en quelques semaines seulement, résultat direct d'une exposition constante au rayonnement ultraviolet sans filtre atmosphérique adéquat. Imaginez-vous réveiller en sentant que votre peau était littéralement plus épaisse, plus sèche, comme si chaque jour valait des mois de vieillissement moderne.
le collagène se décomposait à une vitesse alarmante, transformant même les individus les plus jeunes en versions vieillies d'eux-mêmes. Des études paléobiologiques révèlent qu'un être humain moderne transporté à cette époque vieillirait physiquement d'environ 5 ans pour chaque mois d'exposition. La combinaison d'un stress oxydatif extrême, d'une radiation solaire intense, d'un déficit nutritionnel sévère et d'une pression psychologique constante créait le cadre parfait pour une détérioration cellulaire accélérée. C'était comme si chaque respiration de cet air primitif soustrayait des jours précieux à l'espérance de vie. Plus inquiétant encore, ce vieillissement ne se produisait pas de manière uniforme. Certaines parties du corps se détérioraient plus rapidement que d'autres, créant une apparence grotesque où une personne pouvait avoir des mains de vieillard, des cheveux grisonnants prématurément, tout en conservant certains traits jeunes ailleurs. Cette distorsion physique devenait un rappel constant que chaque seconde dans cet environnement était littéralement précieuse et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le mécanisme derrière cette accélération résidait dans la surcharge du système de réparation cellulaire. Alors qu'aujourd'hui notre corps peut se régénérer correctement pendant le repos, à l'époque jurassique, l'organisme n'avait jamais assez de paix pour exécuter ses processus de maintenance. Le résultat était une accumulation progressive de dommages visibles, transformant l'apparence physique en un cruel conte, à rebours de la proximité de la mort. Parallèlement, il a été découvert que la structure osseuse participait aussi à ce processus de vieillissement accéléré, développant une fragilité typique des personnes très âgées chez des individus encore jeunes chronologiquement. C'était comme si tout le corps était forcé de sauter les étapes naturelles de la vie, allant directement à la décrépitude sans passer par la maturité pleine. Dans cet environnement de chaos sonore primitif, quelque chose d'encore plus sinistre commençait à se produire chez ceux qui survivaient au-delà des premiers jours. Le système auditif, surchargé par des rugissements assourdissants et des fréquences extrêmes inconnues, entamait un processus de détérioration irréversible. La personne percevait les sons autour d'elle devenir progressivement plus étouffés, comme si quelqu'un baissait lentement le volume du monde jour après jour. Pendant l'ère jurassique, les niveaux de bruit ambiant atteignaient constamment des seuils que nous considérerions aujourd'hui insupportables. Les rugissements des grands prédateurs pouvaient dépasser 120 décibels à distance considérable, équivalent à être proche d'un moteur d'avion au décollage. Ajoutez à cela des éruptions volcaniques fréquentes, des tremblements de terre constants et le bruit incessant de l'activité géologique créant un environnement sonore qui détruisait littéralement l'audition humaine. Le premier symptôme était toujours un bourdonnement persistant dans l'oreille, connu aujourd'hui sous le nom de tinnitus, mais à l'époque, ce compagnon devenait permanent et torturant. Ce bourdonnement ne disparaissait pas même pendant le sommeil, créant une couche supplémentaire de stress psychologique dans un esprit déjà surchargé. C'était comme avoir une sirène d'alarme qui retentissait dans la tête 24 heures sur 24 sans aucun répit. Progressivement, la capacité à distinguer les sons se détériorait dramatiquement. La personne perdait d'abord les fréquences aiguës, ce qui rendait les voix distordues et les alertes importantes, comme le craquement de branches, signalant l'approche d'un prédateur imperceptible. Cette perte auditive progressive créait un sentiment croissant d'isolement et de vulnérabilité à une époque où chaque son pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Des recherches sur les traumatismes acoustiques démontrent que l'exposition prolongée à des niveaux extrêmes de bruit peut causer des dommages permanents aux cellules ciliées de l'oreille interne en quelques jours ou semaines. À l'époque jurassique, où aucune protection auditive n'existait et où le silence était pratiquement inexistant, ce processus s'accélérait drastiquement. Le résultat était une surdité progressive qui isolait complètement l'individu du monde environnant. Plus effrayant encore, il fut découvert que cette perte auditive affectait également le système de l'équilibre.
Avec l'oreille interne endommagée, la personne commençait à souffrir de vertiges constants, de perte de coordination et de difficultés à s'orienter dans l'espace. À une époque où l'agilité et les réflexes rapides étaient essentiels à la survie, cette détérioration du système vestibulaire devenait pratiquement une sentence de mort, laissant l'individu encore plus vulnérable aux nombreux dangers qui l'entouraient. Pouvons-nous imaginer ce qui se passe lorsqu'un système immunitaire moderne, habitué aux micro-organismes actuels, se retrouve soudainement face à l'environnement bactérien primitif de l'ère jurassique? La réponse est un effondrement systématique qui commence dès les premières heures et s'intensifie progressivement jusqu'à devenir une bataille perdue d'avance contre des envahisseurs microscopiques inconnus. À cette époque, la diversité microbienne était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Des bactéries ayant évolué pendant des millions d'années sans aucune pression sélective d'antibiotiques ou de système immunitaire humain développés représentaient des menaces totalement nouvelles. Le corps de quelqu'un transporté à cette époque ne possédait pas d'anticorps spécifiques pour combattre ces formes de vie primitives, créant une vulnérabilité absolue à des maladies qui n'avaient même pas de nom. Le premier signe de cet effondrement immunitaire était une fièvre persistante qui ne répondait à aucun mécanisme naturel de récupération. Le corps augmentait sa température dans une tentative désespérée de combattre des envahisseurs inconnus, mais cet effort ne faisait qu'accélérer l'épuisement des réserves énergétiques déjà limitées. C'était comme si le système de défense tirait à l'aveugle sur des ennemis invisibles, dépensant toutes ses munitions sans toucher sa cible. Parallèlement, la flore intestinale entamait une transformation radicale et dévastatrice. Des micro-organismes primitifs colonisaient le tractus digestif, éliminant les bactéries bénéfiques qui nous aident aujourd'hui à digérer les aliments et à maintenir la santé intestinale. Ce processus créait une cascade de problèmes: mauvaise absorption des nutriments, production excessive de toxines et inflammation constante qui drainait encore plus l'énergie du système immunitaire surchargé. Des documents paléomicrobiologiques suggèrent que la concentration de pathogènes dans l'environnement jurassique était des dizaines de fois supérieure à celle d'aujourd'hui. L'absence de compétition avec les micro-organismes modernes permettait aux bactéries primitives de se multiplier sans contrôle, créant de véritables nuages de contamination dans l'air, l'eau et le sol. Chaque respiration, chaque gorgée d'eau, chaque contact avec une surface représentait une nouvelle vague d'invasion microbienne. Plus inquiétant encore, il a été découvert que certains de ces micro-organismes primitifs possédaient des caractéristiques les rendant particulièrement virulents. Sans les mécanismes de régulation qui ont évolué pendant des millions d'années, ces pathogènes pouvaient provoquer des infections fulminantes, progressant d'un léger inconfort à une défaillance multiple des organes en quelques heures seulement. Le système immunitaire, déjà épuisé par la bataille constante, ne pouvait tout simplement pas suivre la vitesse et l'intensité de ces infections. Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que vos souvenirs les plus précieux commencent à s'effacer. À l'ère jurassique, la combinaison d'un stress extrême, d'une malnutrition sévère, d'une exposition à des toxines environnementales et d'une privation de sommeil créait les conditions parfaites pour une détérioration neurologique accélérée qui effaçait littéralement ce que la personne était, ne laissant qu'un corps fonctionnant avec un esprit fragmenté. Le processus débutait de manière subtile, par de petits trous de mémoire que l'on pouvait d'abord attribuer à la fatigue. La personne oubliait des détails spécifiques sur la façon dont elle était arrivée en un certain lieu ou ne se souvenait pas exactement de ce qu'elle avait mangé la veille. Ces oublis mineurs n'étaient que le prélude à une détérioration bien plus profonde et terrifiante qui allait suivre. Les recherches neurologiques modernes montrent que l'hippocampe, région cérébrale responsable de la formation de nouveaux souvenirs, est extrêmement sensible au stress prolongé.
À l'ère jurassique, où l'état d'alerte constant était une question de survie, les niveaux de cortisol restaient chroniquement élevés, causant des dommages progressifs à cette structure cérébrale vitale. C'était comme si chaque jour de terreur supplémentaire provoquait des micro-lésions irréversibles dans le centre de commande de la mémoire. Parallèlement, la malnutrition sévère privait le cerveau des nutriments essentiels à la maintenance des connexions synaptiques. Sans protéines adéquates, vitamines du complexe B et acides gras essentiels, les neurones commençaient littéralement à se détériorer. La personne constatait qu'elle ne pouvait plus former de pensées complexes, que sa capacité à résoudre des problèmes diminuait progressivement, comme si son intelligence se vidait lentement. Plus inquiétant encore, les souvenirs anciens commençaient eux aussi à se fragmenter. Les souvenirs de la vie moderne, les visages des êtres chers, les connaissances acquises au fil des ans, tout cela s'effaçait dans un brouillard croissant de confusion mentale. C'était comme si l'identité elle-même s'effaçait, ne laissant que les instincts primitifs de survie fonctionner dans un esprit de plus en plus vide. Le stade final de cette détérioration cérébrale était la perte complète de la capacité à former de nouveaux souvenirs. La personne se réveillait chaque jour sans se souvenir de ce qui s'était passé la veille, prisonnière d'un présent éternel terrifiant, où chaque expérience disparaissait presque immédiatement après s'être produite. Sans la capacité d'apprendre des expériences passées ou de planifier l'avenir, l'individu devenait complètement impuissant dans un environnement déjà trop hostile pour un esprit pleinement fonctionnel. Des études sur les traumatismes cérébraux révèlent que cette combinaison de facteurs, stress chronique, malnutrition, toxines environnementales et privation de sommeil peut provoquer une forme de démence accélérée progressant beaucoup plus rapidement que toute condition neurologique connue actuellement. À l'ère jurassique, où tous ces facteurs étaient simultanément présents à des niveaux extrêmes, la détérioration mentale devenait inévitable et irréversible. Que se passerait-il si la forme même de votre corps commençait à changer de manière grotesque et irréversible? À l'ère jurassique, la combinaison d'une radiation intense, d'une exposition à des métaux lourds en concentration extrême, de virus mutagènes primitifs et de pressions environnementales sans précédent créait des conditions propices à des transformations physiques allant bien au-delà du vieillissement accéléré. C'était une véritable déformation progressive rendant le corps méconnaissable. Il a été découvert que l'atmosphère primitive contenait des niveaux de radiation cosmique des dizaines de fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui en raison de l'absence de la couche d'ozone développée et d'un champ magnétique moins efficace. Cette radiation constante ne causait pas seulement des brûlures superficielles, mais pénétrait profondément dans les tissus, provoquant des mutations cellulaires se manifestant par des excroissances anormales, des déformations osseuses progressives et des altérations de la structure de la peau, créant des textures et des colorations totalement étrangères. Le premier signe de ces transformations était de petites protubérances apparaissant sur la peau, ressemblant initialement à de simples callosités ou verrues. Cependant, ces excroissances ne cessaient de se développer, se transformant finalement en masse de tissus déformés qui modifiaient complètement l'apparence du visage et du corps. C'était comme si l'ADN était constamment réécrit, créant un corps qui ne suivait plus les règles normales de l'anatomie humaine. Parallèlement, l'exposition prolongée aux métaux lourds naturellement présents dans l'environnement primitif, tels que le plomb, le mercure et l'arsenic en concentration létale, provoquait une détérioration systématique du système nerveux se manifestant par des mouvements désordonnés, des tremblements incontrôlables et des contorsions involontaires. La personne commençait à marcher de manière étrange, avec une coordination de plus en plus limitée, comme si elle perdait progressivement le contrôle de son propre corps. Plus effrayant encore, des virus primitifs aux caractéristiques mutagènes s'infiltraient dans l'organisme et modifiaient systématiquement le code génétique des cellules. Ces altérations s'accumulaient progressivement, provoquant une croissance disproportionnée de certaines parties du corps
l'atrophie d'autres et le développement de caractéristiques physiques sans précédent dans la biologie humaine normale. C'était comme assister à une évolution accélérée en temps réel, mais dans une direction complètement aléatoire et grotesque. Des études en xénobiologie théorique suggèrent que ces transformations étaient irréversibles et progressives. Une fois le processus commencé, le corps continuait à se modifier jusqu'à devenir quelque chose qui était techniquement encore vivant, mais qui ne pouvait plus être classé comme humain reconnaissable. La combinaison de facteurs environnementaux extrêmes créait une pression évolutive artificielle, forçant des changements adaptatifs désespérés, donnant naissance à des formes de vie hybrides à la fois familières et totalement étrangères. L'aspect le plus perturbant de ce processus était que la conscience restait intacte tout au long de la transformation. La personne conservait son esprit et ses souvenirs tout en regardant son corps se déformer progressivement, créant une forme d'horreur psychologique où l'identité physique et l'identité mentale se séparaient complètement. C'était comme être prisonnier d'un corps qui n'était plus le sien, observant impuissant chaque jour apporter de nouvelles déformations et des limitations physiques incompréhensibles. Il a été découvert que les bactéries de l'ère jurassique étaient de véritables machines de destruction biologique. Imaginez-vous vous réveiller avec une petite blessure au bras, peut-être une égratignure insignifiante causée par une plante épineuse. De nos jours, une telle blessure serait soignée avec un simple pansement et oubliée en quelques jours. Cependant, dans cet environnement primitif, cette lésion microscopique deviendrait votre sentence de mort progressive. La première sensation serait un étrange picotement autour de la plaie. La chaleur locale augmenterait progressivement et la peau commencerait à prendre une coloration rougeâtre qui s'étendrait comme un feu dévorant du papier sec. Les bactéries nécrosantes de cette époque ne rencontraient aucune résistance face au système immunitaire moderne. Elles se nourrissaient littéralement des tissus vivants sécrétant des enzymes qui dissolvaient muscles, tendons et même cartilage. Une odeur douce et repoussante de décomposition vivante émanerait de la blessure. Cette odeur attirerait des prédateurs plus petits, des insectes carnivores de la taille de rats qui se délectèrent de la chair en putréfaction. Parallèlement, la fièvre monterait de façon incontrôlable, atteignant des températures qui littéralement cuiraient le cerveau de l'intérieur. Le corps tenterait de combattre l'infection, mais chaque tentative ne ferait qu'accélérer le processus d'autodestruction. Plus terrifiant encore, cette infection se propagerait à travers le système lymphatique à une vitesse effrayante. En quelques heures, les organes internes commenceraient à nécroser un à un. Le foie, les reins, le cœur, tous succomberaient à l'invasion bactérienne, tandis que la conscience resterait intacte pour assister à chaque étape de cette dissolution biologique. La médecine moderne estime que des infections similaires tuaient 95% des blessés en moins de 72 heures, transformant les guerriers en cadavres ambulants, encore respirants. Il s'avère que le système endocrinien humain n'a tout simplement pas été conçu pour survivre aux conditions extrêmes du Jurassique. À cette époque de l'histoire terrestre, les niveaux de radiation cosmique, combinés à la composition atmosphérique primitive, déclencheraient un effondrement hormonal en cascade qui détruirait toute ressemblance avec la physiologie normale. Les premières 48 heures seraient marquées par une décharge massive de cortisol, l'hormone du stress. Alors qu'aujourd'hui, cette substance nous aide à gérer les situations difficiles, dans cet environnement, elle serait produite en quantité toxique. Le résultat serait une détérioration accélérée de tous les tissus corporels. Les muscles s'atrophieraient visiblement jour après jour, comme si des décennies de vieillissement étaient compressées en semaines. Simultanément, la production d'insuline entrerait en panne totale. Le pancréas, bombardé par des toxines environnementales inconnues, commencerait à faillir progressivement. Le glucose s'accumulerait dans le sang à des niveaux mortels, tandis que les cellules mourraient littéralement de faim, incapables de traiter le sucre disponible. Cette condition créerait un état de faiblesse extrême où lever un seul bras exigerait un effort surhumain.
La thyroïde réagirait au chaos en produisant des hormones de manière désordonnée. Le métabolisme s'accélérerait au point de consumer les réserves corporelles en quelques jours. Le cœur battrait de façon irrégulière, atteignant 200 battements par minute au repos. La température corporelle oscillerait violemment. Des heures de fièvre délirantes suivies de périodes de froid glacial faisant souffrir les os jusqu'au plus profond. Plus dévastateur encore serait l'effondrement du système reproducteur. Les hormones sexuelles disparaîtraient complètement, emportant non seulement la libido, mais aussi la densité osseuse, la masse musculaire et même la volonté de vivre. Le corps se déconnecterait littéralement de ses fonctions les plus basiques, entrant dans un état d'hibernation forcée qui culminerait en une mort lente et agonisante. La vérité, c'est que l'atmosphère du Jurassique offrait une protection minimale contre les radiations cosmiques mortelles. Sans la couche d'ozone développée et avec des champs magnétiques terrestres instables, toute personne transportée à cette époque serait constamment bombardée par des particules subatomiques destructrices. Le résultat serait une mutation cellulaire incontrôlée qui transformerait l'organisme en une aberration biologique. Les premiers signes apparaîtraient sous forme de petites taches sombres sur la peau, apparemment inoffensives, comme des taches de rousseur. Cependant, ces marques représenteraient le début d'une métamorphose cellulaire irréversible. L'ADN commencerait à se fragmenter et à se reconstruire de manière chaotique. Les cellules de la peau se multiplieraient de façon effrénée, créant des tumeurs grotesques qui grandiraient visiblement à chaque heure. Dans cet environnement radioactif, le système de réparation génétique humain serait complètement débordé. Alors qu'on peut normalement corriger de petits dommages cellulaires, l'exposition constante à la radiation primitive engendrerait des milliers de mutations simultanées. Le résultat serait un corps qui ne se reconnaîtrait littéralement plus lui-même. Les organes développeraient des TDE, fonctions étranges, les muscles pousseraient dans des directions anormales et même la structure osseuse commencerait à se déformer. Le plus terrifiant serait la mutation du tissu nerveux. Les neurones commenceraient à établir des connexions erratiques, créant des impulsions électriques chaotiques dans le cerveau. La personnalité se fragmenterait progressivement, les souvenirs se mêleraient aux hallucinations, la perception de la réalité se déformerait au-delà de toute reconnaissance. La personne perdrait progressivement la notion de qui elle était ou d'où elle venait. Parallèlement, le système circulatoire subirait des mutations qui transformeraient le sang en une substance visqueuse et sombre. Les globules rouges prendraient des formes bizarres, incapables de transporter efficacement l'oxygène. Le résultat serait une asphyxie cellulaire progressive. Chaque organe mourrait lentement, alors que le corps donnerait encore l'illusion d'être vivant. Les études paléobiologiques suggère que les créatures exposées à de telles conditions développaient des déformations si sévères qu'elles devenaient méconnaissables en l'espace de quelques semaines. Réfléchissez à ceci, la période du Jurassique était marquée par une intense activité volcanique globale. Contrairement aux éruptions ponctuelles que nous connaissons aujourd'hui, cette époque était témoin d'émissions constantes de gaz toxiques saturant complètement l'atmosphère. Toute personne transportée dans cet environnement serait lentement empoisonnée par une combinaison mortelle de composés chimiques qui n'existent plus à notre époque. Le dioxyde de soufre serait le premier silencieux bourreau. Chaque respiration introduirait ce gaz corrosif dans les poumons où il réagirait avec l'humidité pulmonaire pour former de l'acide sulfurique dilué. Initialement, cela provoquerait seulement une toux irritante et une sensation de brûlure dans la gorge. Cependant, jour après jour, ce processus corroderait littéralement le tissu pulmonaire de l'intérieur vers l'extérieur. Simultanément, le monoxyde de carbone s'accumulerait progressivement dans la circulation sanguine. Ce gaz insidieux se lierait aux hémoglobines avec une affinité 200 fois supérieure à celle de l'oxygène, asphyxiant efficacement chaque cellule de l'organisme. La victime ressentirait une fatigue croissante, des maux de
de tête lancinants et des épisodes de confusion mentale qui s'intensifieraient graduellement. Le plus dévastateur serait l'accumulation de métaux lourds volatilisés par les éruptions constantes. Plomb, mercure et arsenic se déposeraient trop dans les tissus adipeux et le système nerveux. Le résultat serait une détérioration neurologique progressive, tremblements incontrôlables, perte de coordination motrice et, finalement, paralysie totale. L'esprit resterait lucide pour être témoin de la trahison complète de son propre corps. À cela s'ajoutent les composés sulfurés qui transformeraient le sang en une substance âcre et sombre. Le foie, surchargé de tenter de filtrer ces toxines, tomberait en insuffisance en quelques semaines. La peau prendrait une coloration jaunâtre caractéristique, les yeux seraient constamment injectés de sang, et même la sueur dégagerait une odeur sulfureuse inconfondable. Les archives géologiques indiquent que la concentration de ces gaz était 50 fois supérieure au niveau considéré comme létaux selon les normes modernes. Des études paléogravitationnelles ont révélé que la Terre du Jurassique possédait des caractéristiques gravitationnelles légèrement différentes en raison de la distribution des masses continentales et de la densité planétaire modifiée. Cette variation apparemment insignifiante créerait un effet dévastateur sur le système squelettique humain conçu pour fonctionner sous des conditions gravitationnelles spécifiques à notre époque. La structure osseuse moderne commencerait à faillir progressivement sous cette pression gravitationnelle altérée. Les os longs, fémurs, tibia, humérus, développeraient des micro-fractures se propageant comme des toiles d'araignée à travers tout le squelette. Chaque mouvement deviendrait une agonie croissante, car le poids du corps exercerait une pression excessive sur une structure osseuse en processus de détérioration constante. Dans cet environnement gravitationnel anormal, le calcium serait réabsorbé des os à un rythme accéléré. L'ostéoporose, qui se développe normalement sur plusieurs décennies, surviendrait en quelques semaines seulement. Les os deviendraient progressivement poreux et fragiles, tels des pierres ponces se désintégrant au moindre contact. Des mouvements simples comme marcher entraîneraient des fractures multiples simultanées. La colonne vertébrale subirait l'impact le plus dévastateur. Les vertèbres commenceraient à s'effondrer les unes sur les autres, comprimant la moelle épinière de façon irréversible. Cela entraînerait une paralysie progressive remontant graduellement le corps. D'abord, les jambes perdraient toute mobilité, puis le contrôle des intestins et de la vessie, et enfin les bras deviendraient inutilisables. Le plus terrifiant serait la déformation du crâne. La pression gravitationnelle altérée ferait que les os du crâne se comprimeraient lentement contre le cerveau. Des maux de tête atroces marquerait le début de ce processus, suivi d'une perte progressive des fonctions cognitives. La personne ressentirait littéralement son intelligence et ses souvenirs écrasés par la structure osseuse même censée protéger son cerveau. Des analyses biomécaniques suggèrent que cette déformation crânienne aboutirait à une mort cérébrale en moins de 30 jours, précédée de semaines d'agonie neurologique croissante.